Bienvenue à tous dans Mobility TV. Aujourd'hui, on va parler du Smart Grid. Le Smart Grid, pour ceux qui ne le savent pas, je vais tenter de traduire en français le réseau intelligent. Ça veut dire quoi ? On va y venir dans un instant, mais grosso modo, ça veut dire que l'électricité telle que vous la connaissez, il y a différentes manières de se la procurer et justement, on est là pour en parler. Avec Marc Charlet, directeur général de Moveo. Bonjour, merci d'être avec nous. Marc Lepage, fondateur de Wattpark, merci d'être avec nous. Vous allez nous présenter toutes ces solutions nouvelles que vous avez trouvées. Également avec nous Mathieu Rubion, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué innovation chez Enedis. Et Damien-Pierre Saint-Flour, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet innovation pour les Smart Grids, ça tombe bien puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, chez PSA. Et donc nous avons la panoplie, puisque nous avons le constructeur, le provider, également l'observateur Moveo et le... Comment est-ce que je pourrais vous définir ? Vous êtes le petit électron libre pour ne pas faire de mauvais jeux de mots en matière d'électricité. Marc, le Smart Grid aujourd'hui, comment ça fonctionne en France ? Alors le Smart Grid, il faut savoir qu'on s'y intéresse énormément au niveau de la mobilité, puisque vous savez qu'on a une lame de fond aujourd'hui qui est l'électromobilité. On le voit actuellement, Francfort a bien montré que les véhicules électriques... Un peu trop d'ailleurs, parce qu'on en a oublié le fait qu'il y a aussi des voitures thermiques qui continueront à rouler au moins... voilà, pas donner de date, voilà, mais... Aujourd'hui, on n'en est qu'à 2% du marché sur ce qu'on appelle les véhicules électriques à batterie et les plug-in hybrides. On prévoit néanmoins, en 2035, plus de 50% du marché. Parce qu'il y a une croissance annuelle qui est très forte. Une croissance très forte, et puis parce qu'il va de toute façon falloir respecter les normes environnementales et surtout les contraintes en termes de CO2. Donc il va falloir de toute façon que cette électromobilité soit de plus en plus utilisée. Et donc cette électromobilité, elle va avoir un impact sur le réseau quand on va charger notre véhicule. Et ben, le réseau, justement, il va falloir qu'il soit intelligent pour pouvoir gérer cette charge supplémentaire. Donc, pour gérer à la fois la charge des véhicules, les charger au meilleur moment en fonction de la charge de la batterie, etc. Mais aussi, pas tous en même temps. Pas tous en même temps, mais aussi on en parlera. Toute cette réserve d'énergie disponible dans les batteries de ces véhicules à l'arrêt branchés au réseau, comment on s'en sert intelligemment, d'où les réseaux intelligents. Mathieu Rubion, 95% de l'électricité est providée par vous sur le territoire. Comment est-ce que vous voyez les choses en matière de Smart Grid, justement ? Eh ben, nous, déjà, on veut rassurer. Hein. On a aujourd'hui des projections donc en 2035 de 9 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur les routes françaises. Donc, on a fait quelques études sur, effectivement, la soutenabilité des réseaux. Et donc on a 2200 postes sources, hein, c'est là où Enedis finalement récupère les électrons du réseau de transport. Donc dans plus de 99% des cas, il n'y a pas besoin d'adaptation majeure du réseau. Donc, alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est l'usage, je dirais, quotidien, mais au 15 août, quand on va être tous enchâssés croisés sur l'autoroute, qu'est-ce qui se passe finalement ? Eh bien, on a aussi étudié les 407 aires de stations-service. Alors avec certaines hypothèses, hein, et dans 80% des cas, là encore, le réseau tient. Oui, donc, et dans 20%, il ne tient pas. Et dans 20%, on doit effectivement trouver des solutions qui peuvent être dues à ce qu'on sait faire depuis 70 ans. Hein, juste le réseau, parce qu'il y a 150 légendes autour du réseau ne tient pas. C'est quoi le réseau ne tient pas ? C'est le blackout en France, comme on voit dans certains films de fiction, avec la planète Terre, puis tout d'un coup, tout un pays qui s'éteint. Non, pas du tout. C'est pas ça qui va se passer. De délestage, il y a des systèmes évidemment à une maille basse tension, évidemment. C'est pas l'ensemble de toute façon qui est coupé. On a quelques incidents au quotidien. Et donc on sait les gérer. Et donc à quoi on travaille pour aujourd'hui, on travaille à arriver à acheminer l'énergie nécessaire à cette nouvelle mobilité, à ce nouvel usage, et donc notamment arriver à garantir que la puissance va être disponible au bon moment, au bon endroit. Mais ça veut dire changer plein de choses, changer, je sais pas moi, des câbles, changer... Alors c'est ça c'est notre métier, je dirais, historique. C'est-à-dire que depuis 70 ans, on a vu arriver des nouveaux usages, les centres commerciaux, la production ENR. Donc la production ENR, aujourd'hui, il y a 410 000 producteurs connectés au réseau public de distribution. On a su absorber finalement ce nouvel usage. Et donc de la même manière, on saura absorber l'arrivée du véhicule électrique. Par contre, c'est d'investissement. C'est d'investissement, et donc pour, je dirais, la collectivité, on essaie d'avoir des choses un peu plus intelligentes aujourd'hui.
Et donc justement, travailler avec l'ensemble des partenaires, essayer de co-construire des solutions et des solutions de smart grid. C'est qui? C'est les constructeurs automobiles. On a un certain nombre on pourra en parler, un certain nombre de démonstrateurs. À base de, voilà, je recharge par exemple mon véhicule au moment où j'ai de la production solaire. Donc on va parler d'autoconsommation. Hyundai a présenté d'ailleurs une voiture à New York il n'y a pas très longtemps avec un toit solaire qui récupère l'énergie. Enfin, c'était infinitésimal par rapport à la... Voilà. Pour les équipements, ce ne sera pas pour le moteur. Voilà. Alors, nous avons avec nous Marc Lepage. Watt Park, Watt comme les watts, et Park comme un parking. Exactement. Donc, racontez-nous. Qu'est-ce qui vous a pris d'ailleurs de... Vous avez une voiture électrique? Je suis utilisateur de véhicules électriques depuis quasiment plus de 7 ans. Donc forcément, il y a 7 ans, les voitures électriques, c'est pas ce qu'on a maintenant. Et vous aviez une Saxo électrique? Non, j'avais une Union. Une quoi? Une Union? Ah oui. Bon, c'est pour faire plaisir à notre ami de PSA. Non, comment PSA fabriquait ce modèle avec un accord japonais, je crois. Mitsubishi, hein? C'est Mitsubishi, oui. Et en fait, c'est un véhicule qui a en fait une autonomie de l'ordre de 100 km, donc ça va très vite. Et en effet, dès qu'il y a des côtes, évidemment, on ne fait pas ces 100 km. Donc ensuite de ça, si vous avez tout un périple à faire dans la journée, il est clair que vous allez rechercher en fait des bornes. Donc quand vous démarriez, vous aviez votre câble derrière dans la voiture, et puis quand vous aviez un problème, vous arrêtez, vous sonnez à une porte, et puis vous demandez en fait. Alors ça a l'air ridicule comme ça. À une époque, on faisait du stop, et maintenant on sonne chez les gens pour demander de l'électricité. C'est les gens pour demander l'électricité, c'est tout à fait vrai. Donner un petit billet quand même, parce que les gens souvent le refusent. Hein. Je dis franchement, les gens sont très accueillants. Ah bon? Oui, refusent non, vous restez quand même un moment. Hein, vous prenez le café, il n'y a pas de problème. Vous ne chargez pas si rapidement que ça. Non, mais si vous ne demandez pas de prendre le café et que vous restez tranquillement dans la niche, en l'occurrence dans la Ion, il faut quand même pouvoir y accéder. C'est là où en fait notre idée a été d'inventer une prise qui permet en fait à tout à chacun d'accéder chez quelqu'un et de prendre de l'électricité chez cette personne. Alors pour le coup, en France, en fait, on a lié en fait le parking, puisqu'il faut bien avoir une place pour pouvoir récupérer de l'énergie. Et en fait, cette place de parking peut être chez les gens, donc chez tout le monde. Donc ça peut être dans des parkings de restaurants, dans des sociétés, et même sur la voie publique. Et puis vous avez en fait une borne, et cette borne doit pouvoir être accessible avec votre téléphone portable, parce que il faut que vous ayez la possibilité de communiquer avec elle pour que vous la réserviez. Parce que le principal problème de la charge électrique, c'est de pouvoir réserver sa borne. Et en l'occurrence, les infrastructures, soit sont monstrueuses, très complexes. Et nous, on a inventé une solution complètement française. On a réalisé un produit complètement français qu'on fabriquera en France. On commence ce mois-ci en fait à en produire, pas loin de 1000, que l'on met en place en fait en Île-de-France, principalement dans la région de l'Essonne, la région de Saclay, Sacla, et en fait, on a été promu par la ville l'Île-de-France pour faire ce programme. Donc aujourd'hui, Watt Park, ça représente combien de bornes? Alors ça ne représente pas de bornes du tout, puisqu'en fait on rentre en production sur 1 millier de bornes que l'on fabrique, que l'on finance. On a eu beaucoup d'assistance, nous, en fait, pour créer cette activité. Assistance du pôle Mauvais, j'en profite, surtout Marc Charlet, ça fait très longtemps que je le connais. Donc notamment pour les programmes qu'on développe aussi à l'international. On est vraiment tout petit, mais il n'empêche qu'on a un niveau d'écoute qui est important. On représente une technologie, on va dire, même si, il faut prendre ça avec des pincettes, mais on a une particularité, on n'est pas fabricant de bornes, on fabrique un type de borne, et ce type de borne a été catalogué par l'usine Nouvelle comme le Airbnb de la borne de charge. Alors, le Airbnb de la borne de charge, tout va bien. Moi qui n'y connais pas grand-chose, est-ce que toutes les bornes sont les mêmes? Parfois, quand on a une voiture électrique, moi ça m'arrive d'en prendre parce qu'un constructeur veut montrer sa dernière voiture électrique, il y a plusieurs câbles dans le coffre, parce que... Comment ça fonctionne? Ça dépend de la vitesse à laquelle vous souhaitez recharger votre batterie. Il y a la charge classique à domicile qui va être de la charge lente. C'est celle que je connais, c'est celle que j'utilise d'habitude, je ne prends pas de risque. C'est utilisée par le maximum de conducteurs de véhicules électriques. Et puis après, il y a des puissances supérieures quand on veut faire du supercharging et qu'on veut charger sa batterie en moins d'une demi-heure. Et au niveau du type de prise, il y a un standard français aussi. Depuis 2017, c'est-à-dire que tous les nouveaux points de charge ouverts au public ont un type de prise spécifique, unique. La type 2 unique, pour la recharge à faible puissance. Ça, c'est quand même un grand progrès. Damien Pierre Saint-Flou, chez PSA, le Smart Grid, comment est-ce qu'on l'envisage? Alors déjà, on développe des voitures qui vont être
en capacité de décaler leur recharge. Donc la prochaine génération de voitures qui est en train d'arriver. Donc là, on n'est plus sur la Ion, là. On est sur effectivement la DS3 Crossback E-Tense, sur la i208, sur la e-Corsa qui va être également... Il faudra s'y faire, que Opel est chez PSA et que les voitures allemandes sont désormais françaises. On va y arriver. Donc on a un certain nombre de véhicules qui vont permettre déjà de décaler la recharge par programmation pour pouvoir se recharger, pour bénéficier des tarifications en pleine heure creuse ou au milieu de la nuit, ce qui va permettre d'être certain que la maison va bien être en capacité d'absorber la recharge que va réaliser en 7 kW, peut-être en 11 kW nos véhicules. Et puis après, on prépare la suite. Les futurs projets qui vont être lancés auront des solutions parce qu'on en est convaincu pour pouvoir accepter autant de véhicules tels qu'on pense que la tendance va être dans cette lame de fond qu'on mentionnait tout à l'heure. Il va bien falloir que les réseaux électriques soient en capacité de l'absorber. Ça, j'ai pas de problème sur le fait qu'on va s'y préparer. En revanche, de décaler la recharge de manière intelligente pour faire de la recharge intelligente, pour l'étaler pendant la nuit de manière coordonnée et de manière... il va falloir de la discipline. Oui, il va falloir que ceci soit coordonné par des acteurs comme des agrégateurs ou des signaux qui viennent du réseau qui permettent de savoir à quel moment est-ce qu'il faut charger. Mais alors justement, sur ce point très précis, ça veut dire quoi? Ça veut dire non, ça serait bien que vous chargiez plutôt dans 2 heures ou non, ça marche pas. C'est l'intérêt du client lui-même de toute façon. C'est-à-dire que quand on dit on recharge... Non, mais pour éviter aussi... En heure creuse, c'est parce que c'est moins cher. Donc le vrai intérêt, le vrai bénéficiaire, c'est le client lui-même. Ouais. Et pourquoi les heures sont moins chères? Parce qu'effectivement, il y a plus de disponibilité au niveau du réseau. Donc quelque part, les deux, ils trouvent un intérêt. Non, mais on est bien d'accord que pour éviter un blackout, il ne faut pas que tout le monde se connecte. C'est le scénario catastrophe que vous mentionniez tout à l'heure. Donc, c'est pas un scénario catastrophe au sens où on a historiquement un pic de consommation vers 19h et qui correspond malheureusement à l'heure à laquelle tout le monde rentre chez soi. C'est ça. Et Monsieur Dupont ne va pas vous dire je ne peux pas me connecter 1 heure plus tôt puisque je ne suis pas encore rentré du boulot. Le premier point, c'est qu'effectivement, on soit capable de décaler cette recharge à un moment où il y a une plus grande disponibilité de la puissance, donc au milieu de la nuit, parfois aux heures hyper creuses qui sont en train d'apparaître dans les propositions de contrats tarifaires. C'est-à-dire que Monsieur Dupont se connecte et ensuite c'est vous, le réseau, qui mettez en charge. Première étape, Monsieur Dupont, plus tard. Il a programmé sa charge parce qu'il sait que dans son contrat d'électricité, c'est à cette heure-ci que c'est le moins cher et donc c'est le moins cher parce que c'est là où le réseau est le plus à même d'avoir des réserves pour avoir des consommateurs que sont du chauffage électrique ou d'autres gros consommateurs à la maison et c'est pour ça que les tarifications sont faites ainsi. Et ensuite, on va effectivement aller chercher, recevoir des signaux qui sont coordonnés par des agrégateurs, par le distributeur ou par l'énergéticien ou par des entreprises comme des startups, des gestionnaires d'infrastructures de recharge qui vont nous dire non, finalement, c'est pas 22h30 comme le chauffe-eau qu'il faut se charger, c'est plutôt à 2h du matin parce que c'est là où j'ai la meilleure disponibilité, c'est là où on pourra avoir de la production éolienne qui est assez importante et on va pouvoir bénéficier des meilleures tarifications tout en pouvant garantir le besoin de mobilité, donc en ayant un rendez-vous le matin. Je veux qu'à 7h, ma voiture soit chargée, éventuellement avoir fait du préconditionnement pour améliorer le confort d'accueil de ma voiture. Donc ça, ce sont des choses qui vont arriver. Ça, c'est quoi, ça, le préconditionnement? C'est que la voiture soit chauffée avant qu'on y arrive? Chauffer ou rafraîchir le matin. Donc ça, c'est des options ou des services qui arrivent sur les voitures. Donc ce type de contraintes pour le bénéfice du client, elles vont être mises en place tout de suite avec les premiers stades d'automatisation de la planification de la recharge. Et puis, on réfléchit ou on travaille à horizon 2022-2023 pour avoir des services encore plus enrichis dans la planification. Et puis, comme justement le fait de pouvoir avoir des profils de recharge qui nous permettent de nous recharger, non pas seulement je démarre à telle heure et puis je vais charger pendant les 2 heures qui viennent, mais... Non, je pensais que vous parliez d'encore d'autres innovations que vous n'aviez pas mentionnées jusqu'à présent. Marc Charlet, comment est-ce qu'on surveille, traque, presque accompagne aussi d'une certaine manière chez Moveo toutes ces innovations et tous ces changements qui vont dans une forme de continuité? Alors comment on les accompagne déjà en aidant ces acteurs à casser les silos qui existent entre les différentes filières? On voit bien que l'automobile, dans le cadre de l'électromobilité, doit travailler avec les gens de l'énergie. Donc, que ce soit chez Moveo, mais aussi à la Société des ingénieurs automobiles, la SIA, à la PFA, on travaille à construire des ponts entre ces filières pour que
les gens se parlent et des gens construisent des projets ensemble, et notamment les démonstrateurs qui sont en cours sont construits avec à la fois des gens des infrastructures, des constructeurs, voire des équipementiers. Et sur le terrain aussi, avec les collectivités locales. Avec les collectivités locales, les territoires ont une importance de plus en plus forte dans les nouvelles mobilités, dans cette révolution auquel on doit faire face. Et ils sont aussi partie prenante de ces projets innovants. Je citais tout à l'heure un projet qui a 10 ans maintenant, mais quand Renault a souhaité expérimenter l'écosystème du véhicule électrique, il l'a fait sur le territoire de la Seine-Aval, et il a expérimenté dans ce cadre-là un petit peu ce que préfigurait ensuite le développement de l'électromobilité. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours un territoire cobaye et une quinzaine d'expérimentations en cours actuellement en France sur la recharge intelligente. Vous confirmez chez Enedis ? Oui, tout à fait, oui. Avec l'ensemble des constructeurs. Donc on a, par exemple, on peut vous faire briller les yeux sur le fait que le véhicule électrique peut être aussi un producteur d'électricité. Donc là, quand on disait c'est quoi le smart grid ? Là, c'est une formidable opportunité pour développer des services, peut-être pour rendre des services au réseau lui-même, réseau de transport, réglage des fréquences. Pourquoi pas, en cas de contrainte du réseau de distribution, pouvoir aussi lever cette contrainte. Donc le véhicule électrique lui-même peut être un producteur d'électricité, injecter de l'énergie sur le réseau. Et puis une manière, alors là, pour le coup, on a déjà aujourd'hui raccordé un certain nombre de véhicules électriques en France. Et je pense au premier qu'on a raccordé à Bordeaux, qui du coup, lui, toute sa production est consommée en intégralité sur le site. Donc c'est de l'autoconsommation totale d'un véhicule qui peut-être a été rechargé par des panneaux solaires, donc en énergie renouvelable. Ouais. Puis finalement, on limite l'énergie soutirée au réseau. Voilà, et donc ça, c'est quelque part déjà une brique de smart grid. Où est-ce qu'on en est sur les projets futurs, à la fois pour ce que j'appellerais les hubs sur lesquels les voitures vont se poser pour éviter le filaire, quoi, maintenant, pour les recharges, et puis aussi sur la voiture autonome, est-ce que ça va changer, j'imagine, beaucoup de choses ? Alors oui, alors les projets futurs, là on parle de recharge encore filaire. L'avenir de l'électromobilité, ce sera peut-être aussi la recharge par induction, voire la recharge dynamique sur une route électrifiée, intelligente. Des tests ont eu lieu en Grande-Bretagne là-dessus. Et des tests ont lieu en France. Vous savez que VDCOM, l'Institut Transition énergétique, a une piste à Satori qui teste la recharge dynamique. Ouais. Et donc là, pour l'instant... c'est en bonne voie, sans faire de mauvais jeu de mots. C'est au stade de projet. Il y a des projets qui démarrent, des projets européens sur lesquels la France participe, et des constructeurs automobiles. Il y a deux barrières essentielles à cela. C'est d'abord les investissements associés à la modernisation ou la transformation des infrastructures routières et essentiellement autoroutières qui vient en compétition avec le déploiement actuel des bornes, des stations de recharge à très forte puissance, parce que soit on recharge un petit peu pendant tout le long du trajet ou de manière ponctuelle à la station-service en quelque sorte. Donc là il y a ce premier écueil à cette technologie-là. Deuxième écueil, c'est les éléments de standardisation. Donc nos constructeurs, on travaille bien sûr sur ces sujets, on regarde comment intégrer les plaques au soubassement de nos futurs véhicules. En revanche, c'est très compliqué parce que la standardisation n'est pas encore figée. On pourrait partir sur les solutions propriétaires comme certains constructeurs, mais on préfère attendre que il y ait un accord sur les standards de manière à ce que... de la même façon qu'on a attendu qu'il y ait une borne unique pour les prises. Oui, enfin, la modularité sur la prise, elle est faite côté infrastructure. C'est-à-dire que l'infrastructure est supposée délivrer toujours au moins une prise sur les charges lentes au standard européen type 2. Ce qui nous permet, nous, côté véhicule, de faire cohabiter différents standards de prise. Et c'est pour l'instant très bien comme ça. Et ensuite, nos futurs véhicules seront bien sûr compatibles du standard européen, parce qu'on a hérité des standards européens, des standards japonais et américains dans nos précédentes collaborations. Et dans notre histoire, on avait aussi expérimenté d'autres capacités de recharge dans les années 90, quand on a vendu 11 000 véhicules Saxo et 106 que vous mentionnez tout à l'heure, Berlingo Partner. On était à cette époque parmi les pionniers de cette mobilité. Je m'en souviens. Je suis allé pour la petite histoire, dans une concession Peugeot du quartier de Hauteuil, dans le 16e arrondissement. Et quand j'ai dit je veux acheter une 106 électrique, le vendeur est tombé de sa chaise, il m'a pris pour un ovni, quoi. Il n'avait pas ça dans son catalogue, quoi. Enfin, voilà, en tant que constructeur
Renault avait la même approche, PSA, Peugeot Citroën, on avait depuis les années 90 un certain nombre d'expérimentations, même d'autopartage électrique à La Rochelle, ou des choses qui nous ont permis de monter en compétence sur le sujet et donc être prêts maintenant pour cette nouvelle vague de génération quand la situation économique et le consensus sur le décollage est arrivé. Et Wattpark dans tout ça, vous suivez le mouvement ? Oui, enfin, on fait plus que suivre le mouvement quand même, parce qu'en fait, on a travaillé sur des... comme on fait une borne un peu particulière, puisque cette borne, elle s'inscrit dans ce que les Américains appellent la gig economy, c'est l'ubérisation, en fait. Chacun peut avoir sa borne, et chacun peut en tirer de l'argent, en fait. Donc ça, c'est déjà très différent de ce qui se fait actuellement. Donc, on en a décliné, en fait, un modèle de mise en place de la nouvelle mobilité, et c'est ce qu'on va présenter dans l'année, en fait, dans la presse. Voilà. Oui, et alors, c'est ça que je ne comprenais pas, mais vous pouvez peut-être m'éclairer, Damien Pierre et Marc Charlet, sur... Vous avez dit tout à l'heure que c'était, grosso modo, au constructeur de déterminer quelle va être la plateforme à induction pour... pourquoi est-ce qu'on n'a pas une standardisation qui vient justement du provider d'électricité en disant, voilà, le hub général pour toutes les voitures, ça va être celui-là, point. Et une Tesla, une BMW i3, une Peugeot, une Renault devra s'adapter à cette borne-là. C'est quand même beaucoup plus simple que plutôt que... C'est pas le provider qui fournit et qui fabrique les infrastructures de recharge. Les bornes de recharge sont fabriquées par des personnes comme Wattpark qui fabriquent des infrastructures. Non, mais très bien, voilà, il y a des centaines de fournisseurs différents. Vous comprenez que si à chaque fois un constructeur différent dit moi je vais avoir un hub différent, on n'y arrivera jamais. Non, mais c'est pour ça qu'il y a des éléments de standardisation sur les composants embarqués dans le véhicule et les composants à mettre au sol qui permettent une interopérabilité. Donc on peut faire des choses qui ne marchent que dans son parking privé, que sur sa place de parking à domicile. Donc ça, c'est déjà disponible aux États-Unis. Il y a BMW qui a sorti ce type d'option. Avoir quelque chose d'interopérable qui vraiment rend un service quotidien sur la voie publique, là, c'est dans les tuyaux, mais c'est dans les tuyaux de la standardisation qui prend du temps parce qu'il y a tout un tas de... Voilà, il faut obtenir un consensus sur les solutions techniques, les aspects de sécurité qui sont aussi associés à la recharge à induction, qui sont nécessaires à bien verrouiller pour qu'on parte sur des solutions qui soient sûres pour nos clients, mais qui offrent aussi la meilleure expérience utilisateur. En tout cas, voilà quelques pistes pour le Smart Grid. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis dans Mobility TV.